Bonsoir, amis de l'histoire grecque. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre présentation des morts tragiques, des exécutions, des meurtres ou des morts au combat du temps des Diadoques. Nous allons commencer par Eumène de Cardia. Eumène de Cardia est le chancelier, c'est-à-dire le premier secrétaire d'Alexandre. Il est connu pour sa sagesse et sa ruse. Il est originaire de la cité de Cardia, en Chersonèse de Thrace. Il est donc le seul non-macédonien, on dira grec, parmi les Diadoques. Et il prend une part active à la première guerre des Diadoques, en étant l'allié de Perdiccas, le chiliarque et régent de l'Empire. Il est vu par les sources, mais aussi ses rivaux, comme un scribe grec. L'aristocratie macédonienne ne manque pas de moquer ses origines ou ses fonctions. Mais après un retournement de situation et d'alliance, alors qu'il était le paria, en tant qu'allié de Perdiccas, il passe au service du régent de Macédoine, Polyperchon, qui a succédé à Antipater en 319, au détriment du propre fils d'Antipater. Et donc Eumène reçoit pour mission officielle, en tant que stratège des rois, de lutter contre Antigone le Borgne, qui essaye de se tailler un empire en Asie, et Eumène reçoit le commandement de l'armée royale. Mais dès sa jonction avec les armées de Haute-Asie, début 317, en Médie, son autorité est contestée. Peuquestas, qui est un ancien garde du corps d'Alexandre, fait satrape de Perside, a en effet été promu stratège en chef en raison de son rang et de l'importance de sa satrapie. Il estime donc que le commandement de l'armée royale lui revient de droit. Un autre commandant, celui des boucliers d'argent, qui s'appelle Antigénès, déclare que le stratège doit être désigné par la seule assemblée des Macédoniens. Eumène parvient tout de même à imposer son autorité et à proposer un commandement collégial symbolisé par l'adoption de la cérémonie du trône vide d'Alexandre. La première rencontre avec l'armée d'Antigone a lieu à l'automne 317, à la bataille de Parathésène, aux confins de la Susiane et de la Carmanie. Et elle se termine par la victoire d'Antigone, même s'il subit de lourdes pertes. Les deux armées se retirent pour hiverner, quand au début 316, Antigone parvient par une attaque surprise à contraindre Eumène à livrer bataille en Gabienne, au sud de la Médie. Malgré une vive résistance des boucliers d'argent, Eumène est vaincu à cause de la trahison de Peuquestas, qui rompt le combat en pleine bataille avec ses cavaliers. Eumène est donc livré à Antigone par les boucliers d'argent, dont le camp, avec femmes et enfants, a été pris. Et donc Eumène est livré et exécuté conformément à la décision qui avait été prise lors des accords de Triparadisos en tant qu'allié de Perdiccas. Voilà une triste mort pour un officier loyal à la cause des Argéades. Eumène est considéré comme un modèle de ruse et d'habileté politique par les auteurs anciens. Il est décrit comme un homme instruit, intelligent et bon orateur. Alors au départ, c'est un scribe, certes, mais il saura montrer de grandes capacités en tant que stratège, en sachant planifier des opérations complexes. Il est d'ailleurs cité dans des stratagèmes romains et recensé parmi les grands personnages de l'histoire grecque, par Plutarque, tout de même, qui lui a consacré une de ses vies parallèles. Après, il faut bien voir que son œuvre politique et militaire est particulièrement bien connue, car il a eu pour compatriote et ami l'historien des Diadoques, Hieronymus de Cardia. Ça explique, bien sûr, la grande postérité de ce stratège. Dans la continuité de ces événements, voyons maintenant le sort d'Antigénès. Donc Antigénès a d'abord été un général de Philippe, puis d'Alexandre, et d'ailleurs sous Philippe, et c'est pas le seul Macédonien, dans ce cas, Antigénès perd un œil durant un siège. Et donc il participe
à l'expédition d'Asie, d'abord comme membre des hypaspistes, donc l'infanterie d'élite. Et durant la campagne d'Inde, les hypaspistes prennent le nom d'argyraspides, c'est-à-dire les boucliers d'argent. Et durant la retraite d'Inde, il se joint à Cratère avec lequel il traverse l'Arakosie. Donc il va échapper à la traversée terrible de la Gédrosie. Alors au moment des noces de Suse, en 324, il tente d'extorquer une partie du trésor royal, mais Alexandre, magnanime, finit par lui pardonner. Il semble néanmoins avoir participé à la sédition d'Opis, à l'issue de laquelle 10 000 vétérans sont autorisés à rentrer en Macédoine. Et donc il va accompagner ses troupes, en compagnie de Polyperchon et de Cratère, et c'est donc en chemin vers la Macédoine, en Cilicie, qu'il apprend la mort du roi, survenue en juin 323. Alors à l'été 322, la plus grande partie de ce corps de vétérans part en Grèce pour aider Antipater engagé contre les Grecs dans la guerre d'Amiaque, sauf qu'Antigénès reste lui en Cilicie en compagnie de 3000 boucliers d'argent, avec pour mission de garder le trésor royal qui est abrité dans une forteresse. On pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'il a reçu officiellement le commandement des boucliers d'argent, avec Teutamos comme adjoint. En 321, Antigénès reçoit l'ordre de rejoindre l'armée royale de Perdiccas en lutte contre Ptolémée en Égypte. Mais après l'échec de la traversée du Nil, il fait partie des conjurés avec Théiton et Séleucos qui vont assassiner Perdiccas. Et donc par les accords de Triparadisos, il est récompensé de sa trahison en héritant de la satrapie de Susiane. Il va y rester qu'une année avant de retourner en Cilicie avec les boucliers d'argent pour une fois de plus protéger le trésor royal. En 319, Polyperchon succède à Antipater à la régence de Macédoine et il ordonne à Eumène de prendre possession du trésor et donc à Antigénès de se joindre à lui contre Antigone. Alors Antigénès se montre prudent, il dissuade Teutamos de rejoindre Ptolémée et Antigénès, selon Plutarque, finit par se rallier à Eumène quand celui-ci lui assure qu'Alexandre lui serait apparu en rêve pour lui confier le commandement de l'armée royale. On peut également supposer que l'instauration du culte d'Alexandre est un moyen pour Eumène, qui n'est pas macédonien, de faire accepter son autorité. Durant la bataille de Parathécène en 317, Antigénès parvient à la tête des boucliers d'argent à sauver Eumène de la défaite en battant la phalange d'Antigone. Dernier haut fait d'armes de ces vétérans des campagnes de Philippe et d'Alexandre. Par la suite, à la bataille de Gabienne en 316, les boucliers d'argent sont placés au centre du dispositif avec pour mission de marcher contre la phalange d'Antigone, car celle-ci aurait l'impression de combattre leur propre père. Mais ça n'empêche que Eumène est vaincu après la défection de Peucestas, qui quitte le champ de bataille avec sa cavalerie, et Eumène est livré par les argyraspides à Antigone, car celui-ci a capturé leur train de bagages et leur famille. Sauf qu'Antigénès n'est pas récompensé de ce geste, parce qu'il est immédiatement brûlé vif par Antigone. Même chose, on pense pour Teutamos. On peut supposer qu'Antigone se méfie d'un officier qui a été capable de trahir son commandant, voire même Alexandre. Il se méfie énormément des vétérans, à tel point qu'il va les épuiser dans des campagnes vaines en Arakosie. Voilà comment se termine, tragiquement, le corps d'élite de l'infanterie macédonienne, qui jamais ne retournera en Macédoine profiter des fruits de la conquête. Voyons maintenant Roxane et son fils Alexandre IV. Roxane, ou Rokiana en persan, soit la lumineuse, est la première épouse officielle d'Alexandre et la mère de son fils posthume. Elle est la fille d'un noble bactrien qui s'appelle Oxyartès, et probablement d'une dénommée Timosa, une concubine donc d'Oxyartès, dont la beauté surpasserait celle de toutes les femmes de son temps. Et donc Roxane est capturée en 327 par les troupes d'Alexandre au cours de la conquête de la Sogdiane. On dirait le nord de l'Afghanistan actuel. Alors le roi aurait ensuite fait sa connaissance lors d'un banquet durant lequel elle a dansé pour lui.
Alors pendant que Roxane danse, Alexandre lui demande d'enlever son tchador, donc une tenue traditionnelle de la Perse antique, dont les femmes nobles doivent être vêtues pour être dissimulées du regard des autres, ce qu'elle n'avait jamais encore fait en public. Subjugué par sa beauté, et contre l'avis de ses généraux, Alexandre décide de l'épouser. Le mariage a eu lieu au printemps 332, 332, selon le rite macédonien. Alexandre épouse ensuite Roxane. Roxane accompagne ensuite Alexandre en Inde, où elle aurait perdu un nouveau-né. On pense aussi que ce mariage, bien sûr, a des raisons politiques. Il s'agit pour Alexandre de trouver des alliés sûrs dans des régions éloignées de Babylone et encore plus de la Grèce, sachant qu'il y a eu beaucoup de révoltes en Sogdiane et en Bactriane. Alexandre épouse en 324 Stathéra, la fille de Darius III, pendant les noces de Suse, mais ce mariage, peut-être jamais consommé, a d'abord une portée symbolique. C'est Roxane qui reste la mère de l'héritier. Et donc quelques semaines après la mort d'Alexandre, elle donne naissance à un fils posthume, Alexandre IV. Sauf que très rapidement, de concert avec Perdiccas, elle fait étrangler Stathéra, donc la fille de Darius, et fait reconnaître son propre fils comme héritier du trône. Elle s'allie également par la force des choses avec la reine-mère Olympias contre Philippe III et son épouse Eurydice, qui est très ambitieuse, dont on a déjà parlé. Ensuite, Roxane se place sous la protection de Polypercon, successeur d'Antipater à la régence de Macédoine. Et donc, elle s'installe en Macédoine et finit par se réfugier avec son fils dans Pinna pour échapper à Cassandre, qui a été écarté de la succession à la régence. Sauf qu'après la prise de la ville et le meurtre par lapidation d'Olympias en 316, elle est enfermée avec son fils dans la citadelle d'Amphipolis. En 311, Cassandre, devenu stratège d'Europe après avoir évincé Polypercon, comprend que Roxane et son fils nuisent à ses ambitions. Et libéré de la menace des autres diadoques, il finit par les faire mettre à mort en 310. La mort d'Alexandre IV, dernier des Argéades, va précipiter la proclamation royale des diadoques, 5 ans plus tard. Voilà comment prend tragiquement fin la dynastie des Argéades. Voyons maintenant Héraclès. Héraclès est un fils méconnu, mais qui a bien existé, d'Alexandre et de Barcine, l'une de ses concubines, qui est la fille du satrape perse Artabaz, qui avait un temps résidé à la cour de Péla, sachant qu'il était en disgrâce auprès du souverain achéménide. Et donc Héraclès, ou Alexandre plutôt, a déjà connu Barcine à Péla. Elle est un peu plus âgée que Alexandre. Et Alexandre la retrouve peu après la bataille d'Issos en 333, sûrement parmi les captives perses, notamment la famille de Darius. Et donc là, il en fait sa concubine, et il lui donne un fils né en Bactriane, vers 327, donc ce qui veut bien dire qu'elle va l'accompagner tout au long de la conquête. Et donc Héraclès tire son nom du héros mythologique dont les Argéades prétendent descendre. Lorsque Alexandre épouse Roxane en 327, Barcine se retire avec son fils à Pergame, qui fait partie de l'ancienne satrapie de son père. Tout à l'heure, pour Roxane, j'avais dit 332, c'était une erreur, 327. Donc la suite de son enfance n'est pas connue. Donc à la mort d'Alexandre, seul Néarque, le Crétois, le navigateur, qui a épousé la fille de Barcine et d'un mercenaire grec qui s'appelle Mentor, lors des noces de Suse, considère Héraclès comme le successeur légitime.
Donc après le meurtre d'Alexandre IV, dernier des Argéades, ordonné par Cassandre en 310, Polypercon, donc l'ancien successeur d'Antipater, entre de nouveau en conflit contre Cassandre. Et donc il prend sous son aile Héraclès et le présente comme un successeur potentiel. Donc Polypercon lève une armée de 20 000 hommes, mais rusé comme souvent, Cassandre, plutôt que d'engager le combat frontal, propose à Polypercon de conserver ses possessions, notamment dans le Péloponnèse. Ça signera l'arrêt de mort d'Héraclès et de sa mère, qui, en 309, périssent empoisonnés sur ordre de Polypercon, qui entend s'attirer de la sorte les bonnes grâces de Cassandre. Héraclès est le dernier candidat masculin au trône des Argéades. Peu de temps après sa mort, sachant que son demi-frère Alexandre est mort 2 ans plus tard, 2 ans avant, Lédiadoque se proclame roi. C'est ainsi que s'éteint la lignée d'Alexandre. Voyons maintenant Antigone, dit le borgne Monophthalmos. Donc c'est un grand général macédonien de la même génération que Philippe, ils ont le même âge. Il apparaît avoir perdu un œil au combat à une date antérieure aux campagnes d'Alexandre, et il est le fondateur posthume de la dynastie des Antigonines qui règne après sa mort en Macédoine. Il est réputé comme un homme calme et réfléchi. Il sait se montrer prudent et modéré dans ses décisions, ce qui d'ailleurs n'empêche pas de condamner à mort un sophiste qui s'est moqué de lui en le comparant à un cyclope. Donc il participe à la conquête de l'Empire perse au titre de stratège des alliés grecs de la Ligue de Corinthe, puis il devient satrape de Grande Phrygie. Une satrapie stratégique parce qu'on va dire qu'elle fait le lien entre l'Europe et l'Asie. Et il se distingue par une victoire contre les troupes perses rescapées de la bataille d'Issos en 332. Donc après la mort d'Alexandre, il est maintenu à la tête de ses possessions et il joue un rôle crucial dans les guerres des Diadoques, d'abord comme fidèle d'Antipater, puis pour le compte de sa propre ambition impériale. Il remporte la guerre contre Eumène de Cardia et s'oppose ensuite à Séleucos, dans la guerre babylonienne, à Cassandre puis à Ptolémée. Vers 315, il promulgue le décret de Tyr, donc on est en Phénicie, qui accorde la liberté aux cités grecques. Et il fonde une confédération regroupant les îles des Cyclades. Donc il se pose en protecteur des cités. Alors, la paix de 311 entre les Diadoques renforce sa mainmise sur une grande partie de l'Asie mineure. Son fils Démétrios, le futur Paul VII, preneur de ville, continue tout de même le combat en Grèce et prend même le contrôle d'Athènes en 307. Démétrios bat la flotte de Ptolémée à Salamine de Chypre et entreprend à la suite le fameux siège de Rhodes qui est resté dans la postérité avec le Colosse. Et ses succès incitent Antigone à se proclamer roi en 306. Donc c'est le premier des Diadoques à oser prendre le titre de roi de Basileus. Les Diadoques suivent le mouvement et se proclament également roi. Mais ils se retrouvent confrontés à une nouvelle coalition réunissant principalement Séleucos et Lysimaque. La bataille d'Ipsos, en Asie mineure, c'est la plus importante de l'époque, voit des centaines d'éléphants de guerre s'affronter. L'armée antigonine comprend tout de même 70 000 fantassins, 10 000 cavaliers, 75 éléphants, face à une immense force coalisée de 64 000 fantassins, 10 000 cavaliers et 120 chars à faux et 400 éléphants. C'est la plus grande bataille de l'histoire hellénistique. Alors la nuit précédant la bataille, Antigone a fait un rêve. Alexandre, lui-même bardé d'une magnifique armure, vient lui demander quel serait son cri de ralliement lors de la bataille. À quoi Antigone répond « Zeus et la victoire ». Vexé, Alexandre lui tourne le dos et part vers le camp ennemi en plaçant « Alors je pars pour tes adversaires, car eux me recevront avec les honneurs qui me sont dus. » Voilà, un mauvais présage. Donc après quelques escarmouches d'infanterie légère et d'éléphants, Démétrios, fougueux comme souvent, comme il l'avait montré déjà à la bataille de Gaza,
fonce avec sa cavalerie lourde sur le flanc droit. Et il charge impétueusement Antiochos, le fils de Séleucos. Il le met en déroute, mais plutôt que de se retourner vers la phalange adverse, il engage la poursuite. Et bientôt, les éléphants adverses, postés à l'arrière de la phalange, interdisent tout retour sur le champ de bataille. L'infanterie antigonide se retrouve privée du soutien de sa cavalerie, ce qui donne le signal de l'assaut de l'armée coalisée, cavalerie en tête. Antigone, qui commande la phalange, est percé de plusieurs traits et meurt bravement à l'âge canonique de 82 ans. Démétrios, lui, parvient à fuir avec quelques hommes et continuera la lutte en Grèce. Il deviendra même plus tard roi de Macédoine, et son fils Antigone Gonatas fondera plus tard la dynastie antigonide. Alors, durant sa carrière de diadoque, Antigone s'est posé en champion de la liberté des cités grecques, au gré évidemment de ses intérêts politiques. Il est le premier des diadoques à s'attribuer le titre royal, et bon nombre d'historiens modernes le considèrent comme le fondateur de l'État hellénistique. Voyons maintenant le sort peu enviable d'Agathocle. Agathocle est le fils aîné de Lysimaque, donc roi de Thrace puis de Macédoine, et de Nicaïa, une fille d'Antipater, donc il a tout de même un beau pédigré. Donc son père est un illustre officier macédonien, ancien garde du corps d'Alexandre, connu pour être un grand guerrier et un excellent meneur d'hommes. Mais Lysimaque a tendance à se montrer impulsif et imprudent dans ses décisions. Il a même encouru plusieurs fois la colère d'Alexandre. De tempérament passionné et colérique, il réagit de manière excessive et prend des décisions malheureuses. Donc dans le cadre des négociations après la bataille d'Ipsos en 301, qui voit la victoire de la coalition de Séleucos et Lysimaque, Agathocle épouse Lysandra, une fille de Ptolémée, et d'une autre fille d'Antipater, qui est donc sa cousine, mais bon, peu importe. Lysimaque épouse quant à lui Arsinoé, une autre fille de Ptolémée. Tout ça va se transformer en nid de vipère fatale à Agathocle. Plus tard, Agathocle prend part avec son père à la campagne contre les Gètes, donc on appelle du sang des Romains les Daces, aux frontières de la Thrace, un peuple thraco-germanique. Vers 286, Agathocle est envoyé lutter contre Démétrios pour défendre l'Asie mineure. Donc cette campagne victorieuse lui assure une grande popularité et il apparaît comme l'héritier légitime de son père. Sauf qu'Arsinoé, donc la demi-sœur de Lysandra et nouvelle épouse de Lysimaque, intrigue contre Agathocle afin d'offrir la succession à ses fils. Et vers 283, sous les conseils intéressés d'Arsinoé, Lysimaque exécute son propre fils, ce qui va entraîner de graves troubles en Anatolie et le départ de Ptolémée Kéronos, frère de Lysandra, à la cour de Séleucos. Là aussi, il y aura des conséquences, on verra plus tard. Alors, selon certains historiens, comme Justin, c'est Arsinoé, en fait, qui aurait révélé à son mari que son fils est en train de comploter pour offrir la succession à ses enfants. Mais certains, comme Pausanias, vont même jusqu'à insinuer qu'Arsinoé, en fait, est alimenté par une rancune personnelle parce qu'Agathocle aurait rejeté sa tentative de séduction. Donc son assassinat ignoble a finalement pour conséquence la défaite de Lysimaque, parce qu'il y a un soulèvement généralisé qui va se mettre en branle, et Séleucos va capitaliser sur la colère envers Lysimaque et le vaincre et le tuer à la bataille de Couroupélion en 281. La dynastie de Lysimaque disparaît alors de l'histoire. Il est le seul des grands diadoques à n'avoir aucune postérité. Il n'aurait pas dû écouter les conseils d'Arsinoé et assassiner son propre fils. Pour terminer, voyons un diadoque avec une grande postérité, Séleucos. Séleucos appartient à la même génération qu'Alexandre. Et comme nombre de jeunes garçons de l'aristocratie macédonienne, Séleucos est choisi pour devenir page à la cour royale de Péla. Donc sous Alexandre, il devient officier dans la cavalerie des compagnons, et à partir de la campagne d'Inde, il prend du galon et commande les hypaspistes, le corps d'élite de l'infanterie macédonienne. Lors des noces de Suse, célébrées en 324, il épouse la fille du satrape rebelle Spitamenès, qui s'appelle Apama.
Et donc il est l'un des rares, voire même le seul général macédonien à avoir conservé son épouse perse et à avoir engendré un héritier irano-grec, Antiochos bien sûr. Donc Séleucos est désigné chef de la cavalerie après la mort d'Alexandre au titre d'hipparque, et il fait partie des conspirateurs qui assassinent Perdiccas en Égypte en 321. Alors, il est récompensé par les accords de Triparadisos en devenant satrape de Babylonie, sauf qu'il devient rapidement le rival d'Antigone qui lorgne vers sa satrapie de Babylonie, et il va se chercher un allié auprès de Ptolémée. Donc il va pouvoir se réinstaller en Babylonie et lancer une sorte d'anabase dans les hautes satrapies, et il va même aller jusqu'en Inde, mais il sera contraint à traiter de paix dans des conditions méconnues, mais en tout cas il ne pourra pas avancer plus loin, et en échange de ce traité, il reçoit 500 éléphants de guerre qui lui donneront la victoire à Ipsos. Et donc en 301, il défait avec l'aide de Lysimaque, Antigone, à la bataille d'Ipsos. Donc il récupère alors la partie orientale de l'Anatolie et de la Syrie, et associe son fils Antiochos au pouvoir à partir de 294. Donc inquiet de la politique de Lysimaque qui s'est proclamé roi de Macédoine et qui vient de faire assassiner Agathocle, son fils aîné et héritier, il décide d'entrer en guerre contre lui. Alors il est poussé en cela par Ptolémée Kéronos, le beau-frère d'Agathocle, donc Ptolémée dit la Foudre, qui est un des fils de Ptolémée, c'est pas son fils aîné mais c'est l'un des fils de Ptolémée. Et donc Séleucos défait lourdement Lysimaque à la bataille de Couropédion, et ce dernier trouve la mort, abandonné sur le champ de bataille par ses troupes. Alors Séleucos est connu pour être un habile diplomate et un fin stratège, et il a réussi à maintenir un équilibre entre les différentes factions de son royaume et à conclure des traités de paix, on l'a vu, avec les États voisins. C'est aussi un roi bâtisseur, il a fait construire notamment Antioche en Syrie, et Séleucie le long du Tigre. Et donc après son éclatante victoire contre Lysimaque à Couropédion, Séleucos manifeste l'ambition de recueillir l'héritage macédonien, qui est vacant. Peut-être y voit-il la dernière occasion de restaurer l'unité de l'empire d'Alexandre, si on accepte l'Égypte. D'ailleurs, les Diadoques, excepté Ptolémée, ont tous à un moment cherché à prendre la Macédoine, comme pour légitimer leur pouvoir. Et donc il franchit les détroits à l'été 281, mais en Thrace, il est assassiné des propres mains de Ptolémée Kéronos, qui en fait trahit son bienfaiteur. Et donc Ptolémée, dans la confusion, parvient à se faire proclamer roi de Macédoine en se posant en vengeur de Lysimaque, sauf qu'il est tué 2 ans plus tard par les Celtes, lors de l'invasion celtique du nord de la Grèce. Invasion qui mettra finalement au pouvoir Antigone II Gonatas, le fils de Démétrios. Alors, Séleucos tout de même pris le temps de préparer sa succession, il était déjà d'un âge avancé, une 60aine d'années, même plus, et il associe son fils Antiochos vers 294. Et donc à sa mort, le royaume séleucide revient à son aîné. Mais celui-ci est trop loin pour se mêler des affaires de la Macédoine, et il ne pourra jamais venger la mort de son père. Et la mort de Séleucos, dernier des Diadoques vivants, marque la fin de la période et le début de l'ère des épigones, on pourrait dire des héritiers. En guise de conclusion, on remarquera que finalement, bien peu de Diadoques sont morts dans leur lit. Alors on peut tout de même mettre de côté le prudent Ptolémée, bien à l'abri en Égypte. On peut aussi mettre de côté Cassandre, qui a fait le vide autour de lui en éliminant les Argéades. Ou même Démétrios, qui termine sa vie d'aventure dans une captivité oisive à la cour séleucide. Alors le reste de l'histoire hellénistique est tout aussi intéressante pour qui sait apprécier les morts tragiques, notamment à la cour des Lagides, où on peut citer un Ptolémée VIII, vers 150 avant notre ère, qui est capable de faire assassiner son propre fils de 12 ans, pour ensuite envoyer ses restes dans une caisse à sa mère. Sa mère qui est aussi sa sœur. Oui, c'est des Ptolémées. Vous voyez l'ambiance. Je vous renvoie d'ailleurs, pour de plus amples informations sur ces histoires passionnantes, à l'une de mes vidéos qui ferait passer les séries HBO pour un aimable conte. Car n'oubliez jamais,
la réalité dépasse toujours la fiction, surtout avec les dialogues. Je vous remercie.